Conclure parce que le temps, on va le respecter, Monsieur le Président. Mais ma dernière réflexion va s'adresser surtout à nos responsables. On cite beaucoup, à raison, les résultats des enquêtes PISA. Les résultats observés en Fédération Wallonie-Bruxelles restent préoccupants, même si l'amélioration est incontestable. Mais on cite moins une note mesurée par PISA 2009 qui s'inquiétait, je cite, du nombre d'élèves de 15 ans fréquentant des écoles affectées par un manque d'enseignants qualifiés dans les matières principales. Pour le français, dans notre communauté, cela concernait 25% des élèves de l'enquête. Voilà une autre situation problème. Je vous remercie. Tout d'abord, j'aimerais souligner l'immense intérêt que j'ai eu à entendre les démarches grammaticales, les orientations grammaticales, qui sont celles de Marc Wilmette et de Dan van Remdonk, et du travail qui est fait en Belgique pour faire avancer les choses. Alors, il y a vraiment des points où je trouve qu'il y a de réelles avancées. Je crois qu'il y a des simplifications. Apport, support, c'est vraiment des choses qui quand même parlent. Et je pense qu'il y a des choses qu'on doit entendre dans les autres pays. Donc, pour ma perspective d'harmonisation, c'est des choses qui m'importent. En même temps, j'avoue que je suis saisi d'un certain vertige, et je crains qu'un certain nombre d'enseignants, par exemple, soient saisis d'un même vertige. Bon, j'ai une formation de linguiste, et je suis fasciné par les théories. J'ai toujours été fasciné par les théories grammaticales. Et j'ai été fasciné par la grammaire générative quand j'ai compris comment le pronom en montait d'une phrase enchâssée jusqu'à monter à la principale à cause des transparences, etc., des contraintes. Bon, j'ai été fasciné par les théories ténières et Claire Blanche-Belvéniste autour de la valence du verbe, centrée sur le verbe. J'ai été fasciné aussi par tous les travaux de Berend Donner sur clause et période, qui me paraissent vraiment expliquer des choses par les travaux belges que j'ai entendus aujourd'hui. Je suis intéressé par ce qui se fait dans une perspective un peu plus à la fois cognitive et lexicale, grammaire lexique, lexigrammaire, etc., ces courants-là. Et je constate qu'il y a de réelles différences entre ces approches, et je me rends compte que c'est extrêmement difficile de choisir. Donc, je vois bien là une véritable difficulté. J'arrive pas à dire, là, à 4h30, là, si je vois mieux pour l'école une approche de type de ce que j'ai entendu aujourd'hui ou une approche de type centrée sur le verbe. Je pense qu'il y a des aspects didactiques aux approches des Claire Blanche-Benveniste héritées via divers détours de Ténière, des approches centrées sur le verbe qui sont, je crois, didactiquement intéressantes, pour le moins intéressantes. Et donc je n'arrive pas. Alors j'ai des certitudes qui sont fortement ébranlées par ces différences et je n'arrive pas à décider. Donc je trouve qu'il y a là une vraie difficulté. Malgré, j'avais noté une citation de Dahl qui disait: en matière de catégorisation grammaticale, ce n'est pas la certitude qui est suspecte, mais au contraire la certitude en toutes circonstances. Et ça, je suis bien d'accord, mais c'est quand même difficile à vivre avec trop d'incertitudes et de prendre des décisions pertinentes pour l'enseignement. Je vois les risques. Deux, que j'ai déjà soulevé dans ma présentation, un risque de sédimentation. C'est-à-dire qu'on met le tout, puis ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Sédimentation, si on suit Berend Donner, qui conduit à une démotivation, parce que les élèves, eux, n'ont plus accès aux sources, et donc reçoivent tous ces termes comme ça, sont tous au même niveau, et on est submergé. Et cela m'amène à mon deuxième point, qu'un plaidoyer pour la didactique. Pour une didactique en contact étroit avec la linguistique, très étroit avec la linguistique, mais pour une didactique qui revendique l'idée de validité didactique. Je crois qu'il est important, là, en tant que didacticien, c'est-à-dire des scientifiques
qui nous occupons de ce triangle qui relie un enseignant, des élèves et un objet, sans jamais oublier aucun des trois pôles, mais je fais un plaidoyer pour la didactique. C'est la validité didactique, d'après moi, qui doit en dernière instance, comme dirait l'autre, décider de la pertinence d'une notion, d'un concept, d'une théorie. Et là, c'est tout le processus de transposition didactique, mais c'est surtout une invitation aux didacticiens à revendiquer leur rôle et surtout à faire des recherches d'observation dans les classes, de testage de certaines choses dans les classes, et pour donner corps à quelque chose qui a été dit aujourd'hui de très important par Jean-Louis de Mortier, comme quoi il faut partir des vraies difficultés des élèves, et aussi, j'ajouterais, moi, de ce que les élèves sont en état de recevoir, capables de recevoir. Voilà pour le deuxième point. Le troisième point, c'est une ouverture. On l'a dit, la terminologie n'est pas la grammaire. La terminologie est importante, mais elle nous renvoie à la grammaire. Et on a parlé de faire de la grammaire pour la grammaire. On a parlé d'éthique et d'humanisme de la grammaire. Et j'aimerais clore dans cette direction-là, en partant d'abord d'une citation de Suzanne Chartrand, qui disait « Dans le domaine plus spécifique de la grammaire, l'expérience des 20 dernières années montre que l'enjeu fondamental n'est pas dans l'opposition grammaire traditionnelle, grammaire rénovée et leur métalangue et outillage respectifs. Il consiste surtout à trouver comment développer chez les élèves le goût et le besoin de réfléchir sur le fonctionnement de la langue et du langage, à développer chez eux une compétence créatrice et critique. » Et cela me paraît très important. C'est vraiment la recherche de moyens pour motiver les élèves, donner envie, prendre ce regard qui n'est pas une posture évidente. La grammaire n'est pas un comportement très naturel, j'aurais tendance à dire. C'est pas nécessairement spontanément qu'on fait de la grammaire, quoiqu'il y a des traces de grammaire spontanée dans des dialogues, mais d'éveiller cette curiosité. Alors je donne quelques questions comme ça, qui pour moi relèvent de la grammaire. La terminologie vient dans un deuxième temps. Mais ces très jeunes enfants à qui on demande, vous connaissez, c'est des choses connues, peux-tu me dire un long mot? Et l'enfant qui répond un train. Qu'est-ce qui se passe grammaticalement? Et ça, je pense qu'on est au cœur des mêmes discussions. Ou bien, pour les adultes cette fois, il est venu pour l'aider ou pour lui aider? Toutes les questions de normes qui nous renvoient aussi à la grammaire, mais pas dans une perspective normative, mais dans une perspective réflexive cette fois. Nous on dit lui aider, en Suisse. Petite bizarrerie aussi. Pourquoi on dit les enfants arrivent sans liaison, mais ils arrivent avec liaison? Enfin, quelque chose qui nous renvoie aux catégories grammaticales, une phrase d'un Belge bien connu, de Brel, quand il dit, et qui nous montre la force des catégories grammaticales et de la réflexion à cet égard, « 6 pieds sous terre, tu frères encore ». Phrase qui nous renvoie vraiment aux potentialités créatrices de la grammaire. Et donc, en conclusion de cette partie sur l'ouverture, j'aimerais là... Jean-Marie m'a dit que des aspects intéressants de ma présentation étaient le fait d'avoir ouvert aussi sur une harmonisation avec d'autres langues, d'avoir ouvert à cette discussion, cette réflexion sur les autres langues. Et je crois que c'est important d'avoir cette perspective interlinguistique, d'ouvrir sur ces questions. Il y a des choses qui se font actuellement. Il y a des moyens de ce qu'on appelle l'éveil aux langues. Il y a des choses qui se font et qui rejoignent la grammaire au sens de réflexion sur le langage. Alors par exemple en Suisse on a édité des moyens et par exemple on travaille sur le pluriel. Alors, pour le pluriel, plutôt que de tout de suite faire des règles, des exceptions, etc., on fait un détour. On passe par l'indonésien où le pluriel du singe, singa, c'est singa-singa. Et ça, c'est intéressant pour les élèves de découvrir ça. Et on leur fait analyser des pluriels dans d'autres langues, qui les amènent à constater que, en français, il y a une difficulté, c'est que souvent, on écrit le pluriel, mais on ne l'entend pas, etc. Alors qu'en général, dans beaucoup d'autres langues, on l'entend. Ou bien sur le genre, on passe par une déstabilisation. Qu'est-ce que le genre? J'en ai parlé dans mon exposé.
Mais si on regarde pourquoi on dit la tomate en français, mais il pomodoro en italien, el tomate masculin en espagnol, o tomato en portugais, etc. Pourquoi der Mond, la lune, entre français et l'allemand, etc. Tout ça, c'est des questions qui nous ouvrent à la grammaire dans une perspective élargie, mais qui nous ramènent à la catégorie du genre et à toutes les catégories qui affectent le nom. Rainer Maria Rilke écrivait plutôt, je denke immer im Sinne von le soleil et la lune, je pense toujours au sens du soleil et de la lune. Das Umgekehrte in unserer Sprache ist mir contraire. Ce retournement de genre est dans ma langue m'est contraire. So dass ich immer machen möchte, der große Sohn und die Mündin. À tel point que j'aimerais toujours pouvoir dire le grand soleil, der große Sohn, hein, vous voyez en allemand, le mets au masculin, et la lune, die Mündin, et de remettre le genre comme en français. Donc je crois que c'est des ouvertures importantes qui ont en plus un intérêt supplémentaire, c'est de nous ramener à l'éthique et à l'humanisme. C'est que c'est une manière de prendre aussi en compte les langues des élèves. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos classes, quand on fait de la grammaire du français, vous avez, comme nous, je pense, à peu près 40% des élèves qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Et pour ces élèves, ne réfléchir qu'en français, c'est en quelque sorte effacer toute une partie de leurs compétences. Alors que si on élargit un peu la grammaire à d'autres langues, ils peuvent faire valoir tout ce qu'ils savent dans leur langue d'origine. Et c'est parfois très riche, que ce soit sur le genre, que ce soit sur d'autres aspects. Et donc je crois que là, il y a un aspect humaniste qui peut toucher les langues de la migration, mais qui peut toucher aussi les langues minorées. Nous venons d'éditer en Suisse un complément à nos moyens sur l'éveil aux langues, qui intègre maintenant les dialectes et les patois, et qui intègre entre autres du wallon. Hein? J'en ai amené un exemplaire à Georges. Et donc ça me paraît aussi toute une manière d'aborder la question grammaticale qui ouvre d'autres perspectives. Et je conclurai en simplement citant un élève qui avait suivi des expérimentations dans cette direction, qui disait « L'éveil aux langues, c'est ouvrir la porte des langues ». De la fin revient notre président du Conseil, Jean-Marie Klinkenberg. Oui, j'insiste beaucoup sur l'expression mot de la fin, avec le côté lithotique qu'il y a dans le mot, qui indique la brièveté de l'intervention. Mot de la fin et non pas conclusion, pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que, comme l'a dit Flaubert, l'imbécilité consiste à vouloir conclure. De toute manière, mon voisin, qui est loin d'être un imbécile, a